Eh bien, c'est la conviction qu'il fallait vraiment avoir une revue de psychanalyse au sein de la société belge. Parce que j'estime que c'est vraiment un partage important et une ouverture à des discussions et des confrontations de théories, d'avis, de développement réflexif théorique vraiment important. Donc c'est vraiment penser, réfléchir et discuter et partager. Et donc je trouve qu'avoir une revue est vraiment indispensable dans notre société. Donc comme la place était libre et qu'on ne se poussait pas au portillon, je me suis dit mais pourquoi pas tenter. Alors voilà, je me suis lancée et je trouve que c'est une expérience très riche, très intéressant parce qu'on rencontre plein de gens, on est en contact avec plein d'auteurs différents, étrangers, belges, avec des cultures différentes et des avis différents sur différents points. Et c'est très enrichissant. Il y a des côtés qui sont lourds, même parfois fort encombrants, parce que c'est quand même une charge mentale qui est là constamment. Quand on va sortir le prochain numéro, est-ce qu'on a assez d'articles, est-ce qu'on va trouver tel thème, tel autre, il faut rédiger les éditoriaux, il faut pouvoir appâter les futurs auteurs en proposant des thèmes suffisamment intéressants pour nous, pour eux, pour les lecteurs futurs. Donc c'est quand même une charge, plus la charge pratique qui est de relire tous les articles, trouver les lecteurs au sein du comité de rédaction. Et je dois dire qu'avoir un bon comité de rédaction comme on a est vraiment un appui solide sur lequel on peut s'appuyer, quoi. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Bon, j'ai toujours aimé beaucoup lire et ça m'amusait assez d'écrire. J'aime beaucoup l'écriture depuis toujours, je dirais. Mais écrire en psychanalyse, c'est quand même beaucoup plus un exercice qui demande beaucoup plus de réflexion, de concision, de clarté. C'est une nécessité de pouvoir transmettre simplement et clairement des choses compliquées. Et ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un exercice qui m'intéresse et qui m'interpelle. Et j'aime bien trouver ça aussi chez les auteurs qui peuvent parler de choses extrêmement complexes, mais d'une façon extrêmement simple et accessible, sans évidemment édulcorer le propos, en laissant toute la complexité à la pensée, quoi. Pour moi, c'est vraiment indispensable que la revue soit exclusivement francophone. Non pas qu'il ne puisse pas y avoir de revue néerlandophone, mais pouvoir lire dans sa langue ou écrire dans sa langue des choses complexes et qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, je crois que c'est vraiment dans sa langue qu'on peut vraiment bien le faire ou bien le recevoir par la lecture. Alors, je trouve qu'on a trouvé un système pour le moment qui est assez intéressant, c'est d'avoir des contacts avec une revue néerlandophone auquel participent pas mal de nos collègues néerlandophones et de pouvoir échanger un article par an, qui est traduit évidemment, mais je crois que autant la revue néerlandophone que notre revue francophone ne souhaite avoir des articles dans une autre langue, parce que les lecteurs aiment lire dans leur propre langue. Il y a aussi un autre argument en faveur de l'unicité de la langue, c'est que nous sommes lus par les Français. Et que si nous avons des articles néerlandophones, cette revue n'aurait pas d'adeptes, je dirais, parce que si elle est bilingue, ça enlèverait le caractère accessible à pas mal de lecteurs français. Nous sommes aussi sur Kern, qui prend des articles essentiellement francophones.
Donc voilà, différentes raisons. Non pas que je ne soutienne pas les revues néerlandophones, mais je trouve, pour moi en tout cas, c'est un mauvais calcul de faire une revue bilingue, étant donné que le bilinguisme n'est pas une réalité, en tout cas, dans notre société, à part certains collègues qui sont néerlandophones, mais ils lisent eux-mêmes davantage dans leur langue ou en anglais. Oui, mais bon, on n'a pas de version numérique pour le moment. Ben, on y arrivera. À un moment donné, on va y arriver. Il y aura plus de papier à un moment donné. Il y aura que des versions numériques. Mais ça, c'est pas pour moi. Ça va pour le moment. On en a discuté au un comité de rédaction et on a posé la question à nos collègues qui lisaient sur une tablette ou qui lisaient des articles. La majorité lisait sur papier. Alors, on est peut-être de la vieille garde, sans doute, mais en tout cas, pour le moment, la revue papier a encore toute son importance et sa raison d'être. Alors, il y a déjà des parties numérisées parce que quand des lecteurs demandent d'avoir un article, on leur renvoie sous forme, principalement sous forme numérisée. Kern transmet aussi des articles sous forme numérisée. Donc ça existe déjà et effectivement, les gens peuvent traduire éventuellement s'ils veulent dans leur propre langue. Mais ça n'a quand même pas la même... Les traductions n'ont quand même pas la même saveur qu'un texte écrit dans sa propre langue. Alors, j'ai un peu regardé les différentes revues depuis mon accession à la direction de la revue, et j'ai constaté que sur 10 numéros, il y en avait 3 qui avaient des liens avec, je dirais, l'extérieur, pour faire court. Donc, qui avaient des thèmes en rapport avec les soucis extérieurs. Le premier numéro que j'ai dirigé, c'était sur le Covid, donc qui est un fait de société, et quel a été l'impact du Covid sur la pratique de la psychanalyse et sur les patients, sur la façon dont les patients ont pu vivre cet événement. Un autre, ça a été sur l'art, la relation entre la psychanalyse et les artistes et l'art. Et un troisième numéro a été fait sur le climat et les changements sociétaux par rapport à l'évolution du climat tel qu'on le connaît maintenant. Et donc voilà, sur 10 numéros, il y en a 3 qui étaient en relation, et je trouve que là, la psychanalyse a son rôle à jouer. Alors, on la critique beaucoup, on dit ses détracteurs disent qu'elle est isolée, mais en fait, elle est beaucoup plus interpellée qu'on ne pense dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est supervision d'équipe en tout genre, enseignement, crèche, équipe d'infirmiers, infirmières, direction, enfin, etc. Donc, elle ne fait pas grand bruit, mais elle est là. Et elle forme des milliers de gens dans différents domaines. Alors, il y a de tout, évidemment, mais elle est quand même là et elle a sa place. Et quand il y a des gros problèmes de société qui peuvent atteindre les personnes, on fait appel à la psychanalyse de façon comment je veux dire, sans grand tapage, mais elle est là. Quand il y a eu les attentats, quand il y a eu beaucoup de victimes ont dit mais j'ai consulté, 10 ans après en tout cas. Mais évidemment, comme ce sont toujours des démarches personnelles, individuelles, et ça doit le rester, peu de gens en font étalage, et c'est comme ça. On a une place, mais discrète, mais efficace, et qui agit, je dirais plutôt dans l'ombre, mais qui est là. Alors là, c'est un gros, gros problème.
parce que on n'a pas encore d'outils actuellement pour dépister ce qui vient de l'intelligence artificielle. On n'a pas encore non plus dans les contrats avec les auteurs une signature qui signale qu'on ne s'est pas inspiré de l'intelligence artificielle. Donc là, on est encore très très dépourvu, et toutes les maisons d'édition, même Kern, sont en alerte pour essayer de ne pas être infiltrées par cette intelligence artificielle. Alors ce matin, justement, le directeur de Trends Tendance, qui fait des émissions sur une rubrique économique, disait encore que l'intelligence artificielle se permettait d'aller changer les titres d'auteurs, de journalistes, pour que les titres soient accrocheurs, et changer certaines donnes qui sont mises dans les textes, ni vu ni connu, puisqu'il n'y a pas de personne identifiable derrière ces manœuvres, et on ne sait rien faire contre ça. Donc c'est un véritable fléau, et on n'a pas encore, je trouve, assez d'outils pour ça. Alors c'est très 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 gênant. Il n'y a pas encore de solution. Il faut être en alerte et faire confiance aux auteurs, en tout cas, et essayer qu'ils revérifient leurs sources 10 fois plutôt qu'une. Oui, moi je crois que c'est tout à fait faisable. On demande aux auteurs de s'engager à l'anonymisation des cas dont ils parlent dans leur article, de façon à protéger absolument l'anonymat des patients, pour qu'ils ne soient ni reconnaissables par eux-mêmes ni par des tiers. Et ça, je trouve que c'est aussi un garde-fou pour tout le monde, pour la profession, pour les analystes, pour les patients. Et de même, on pourrait demander aussi un engagement de la part des auteurs par rapport à la vérification de leurs sources, et pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'infiltration de l'intelligence artificielle. Moi, j'aime beaucoup l'idée de faire ces colloques, d'abord pour nous faire connaître, aussi parce que ça nous permet de rencontrer, selon notre, je dirais, philosophie, de rencontrer d'autres intervenants dans des domaines qui ne sont pas proprement psychanalytiques, mais qui peuvent avoir des connexions avec nous, comme des artistes, comme des architectes par exemple, des romanciers, des penseurs, des philosophes, et je trouve que c'est toujours un plus, et ça nous apporte toujours énormément d'associations et de contacts très enrichissants, parce que je dirais que la psychanalyse, ça touche à tout ce qui est humain, donc tout ce qui concerne les réflexions dans tous les domaines qui concernent de près ou de loin l'humain, nous concerne aussi. Et je trouve que on peut faire des ponts, et ça nous enrichit toujours de voir ce qu'une autre référence réflexive sur l'humain, que ce soit par l'habitat, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la mode même, que ce soit nous apporte toujours quelque chose et nous enrichit, parce que c'est une autre façon, un autre vecteur de pouvoir approcher la connaissance de qui nous sommes et de qui nous voulons être peut-être. J'avais un vœu pieux, mais qui s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que je n'imaginais. C'était d'arriver à soutenir l'écriture des collègues et de pouvoir les stimuler à écrire, à prendre la plume et à s'amuser à écrire ou à développer. Et alors, Jean-Paul Matteau, qui a créé aussi un site connexe à la revue, a aussi voulu susciter ce genre de réaction, de réflexion par écrit, mais force est de constater que ça n'a pas beaucoup d'écho, et que si on pouvait trouver une formule, et si on pouvait trouver le temps pour développer cette formule, ce serait assez amusant de faire
des groupes d'écriture ou de réflexion écrite, mais par jeu, par stimulation, qui seraient des enrichissements mutuels et qui seraient un apport précieux, je trouve, et personnel, et pour la société, et pour la psychanalyse. Mais bon, c'est un peu une utopie, mais on peut rêver quand même, hein, c'est ça qui est chouette. Si c'est à refaire, mais en tout cas, je cloisonnerai beaucoup plus et je me ferai aider beaucoup plus parce que il y a énormément de charges qui se rajoutent, comme des newsletters pour la société, des newsletters pour l'extérieur, les colloques, qu'est-ce qu'il y a encore, oui, toutes les plateformes sur lesquelles se trouve notre revue, la Bibliothèque Royale, Cairn, PepWeb, mais ce sont tous des contacts qui se rajoutent et il faut quand même reconnaître que tous nos collègues qui sont très efficaces dans le comité de rédaction sont tous des gens extrêmement occupés aussi. Donc on est une petite société et donc on a tous... les forces vives ne sont pas énormes et pourtant, voilà, c'est intéressant, mais c'est quand même énergivore et chronophage.